Tu es rayé de la liste des invités jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à mon patron, a-t-elle crié. J'ai hoché la tête, d'accord. Le lendemain matin, son patron est arrivé. Blême, Diana, dis-moi que tu n'as pas banni le président. Je m'appelle Evan Rivers. J'ai 47 ans et j'ai passé les 22 dernières années à construire quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais. La richesse discrète. Pas le genre tape à accent grave l'œil. Pas le genre qui achète des yachts ou qui apparaît dans Forbes. Le genre qui se déplace à travers les fonds de capital risque, les structures de fiducie et les sociétés holding comme l'eau à travers la roche-mère. Invisible mais fondamental. Ma femme, Diana, n'a jamais compris cette partie. Pour elle, le vrai pouvoir était visible. Un bureau d'angle, un titre avec le directeur dedans. Des invitations à des galas où l'on pouvait réseauter avec des gens qui comptaient. Elle était directrice de la stratégie de marché Holt Régional, un cabinet de conseil de taille moyenne qui jouait dans la cour des grands dans le nord-ouest du Pacifique. Gregory Holt, le président de la division, l'a traitée comme sa protégée et elle adorait ça. Nous avions un fils, William, 18 ans, un gamin brillant, qui venait de recevoir sa lettre d'acceptation à Caltech il y a 3 semaines. Une bourse complète. Diana a raconté à tout le monde dans son bureau que c'était elle qui l'avait poussé vers l'excellence, assistant à chaque réunion parents-professeurs, gérant sa préparation au SAT. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est que j'avais discrètement payé pour le programme de tutorat privé de 15 000 €, ou que c'était moi qui restais debout jusqu'à 2 heures du matin pour l'aider à réviser ses dissertations d'admission à l'université. Elle ne l'a pas mentionné parce qu'elle ne le savait pas. Je ne lui ai jamais dit pourquoi. Parce que quelque part en chemin, j'avais appris que mes contributions ne me valaient pas de reconnaissance dans son monde. Elles me valaient des attentes. Le vendredi précédant le gala de printemps du leadership, j'étais dans le garage en train d'emballer des boîtes pour des dons. L'événement de Diana, son bébé. Elle le planifiait depuis 6 mois, et j'avais aidé là où je le pouvais. J'avais fourni le vin, 30 caisses de pinot noir d'un vignoble de charme de la Willamette Valley. J'avais coordonné la logistique pour la vente aux enchères silencieuses. J'avais même fait un chèque de 25 000 € pour parrainer la réception d'ouverture. Mon nom n'était pas sur le tableau des donateurs. Le sien y était. J'ai entendu le claquement de ses talons sur le parquet avant de la voir. Sec, rapide, furieux. Elle a déboulé dans le garage, le téléphone dans une main, l'autre tirant sur la fermeture éclair de sa robe comme si celle-ci l'avait personnellement offensé. « Tu es rayé de la liste des invités », a annoncé Diana. Sa voix était froide, cassante. Pas le ton que l'on emploie avec un partenaire. Le ton que l'on emploie avec quelqu'un qui vous est inférieur. J'ai posé la boîte que j'étais en train de scotcher et j'ai levé les yeux. Quoi? Tu m'as entendu, a-t-elle dit, ajustant son décolleté dans le reflet de la vitre de la voiture. Tu es rayé de la liste des invités jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à Gregory. Je me suis levé lentement, essuyant les résidus de ruban adhésif sur mes mains. M'excuser de quoi? Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais un enfant demandant pourquoi le ciel était bleu. Pour l'avoir sapé lors du dîner des investisseurs le mois dernier. Il a dit que tu l'avais fait passer pour un incompétent devant le conseil d'administration. Je me souviens de ce dîner. Gregory avait présenté un plan de restructuration qui aurait vidé les obligations de retraite de l'entreprise pour financer une expansion tape à accent grave l'œil sur des marchés qu'il ne comprenait pas. J'avais posé 3 questions, polies, spécifiques, du genre de celles qui exposent les lacunes de son raisonnement sans jamais élever la voix. Le conseil avait ajourné la proposition. Gregory ne m'avait apparemment pas pardonné. Je lui ai demandé de clarifier ses chiffres, ai-je dit d'un ton égal. Ma voix est toujours calme. Ce n'est pas sapé. C'est de la diligence raisonnable. La mâchoire de Diana se contracta. C'est mon patron. C'est grâce à lui que j'en suis là. Et tu l'as mis dans l'embarras. Alors, tu me désinvites d'un événement que j'ai aidé à financer, ai-je dit. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Oui, a-t-elle lâché. Et tu vas t'excuser. Ou tu restes à la maison. Je l'ai regardé pendant un long moment. La femme que j'avais épousée 22 ans plus tôt avait été différente. Ambitieuse, oui, mais ambitieuse pour nous, pour la vie que nous construisions ensemble. Cette femme, debout dans une robe à 3 000 € que j'avais payée, dans une maison que j'avais achetée, planifiant un événement que j'avais financé.
Cette femme me regardait comme si j'étais un inconvénient. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux, a fait une pause. Elle s'attendait à une dispute, peut-être même à une victoire, quelque chose qu'elle pourrait transformer en histoire plus tard. Mais je ne lui ai rien donné. C'est tout, a demandé Diana, le soupçon se glissant dans sa voix. Juste d'accord, ai-je répété. Je me suis retourné vers la boîte, je l'ai scellée et je l'ai déplacée dans le couloir. Je resterai à la maison. Son sourire suffisant fut instantané, triomphant. Bien. Peut-être que tu apprendras quelque chose. Elle est partie, le claquement de ses talons résonnant à nouveau dans la maison, de retour vers son miroir, de retour vers son monde où elle était le centre de tout. Je suis resté là, dans le garage, longtemps après son départ. Pas en colère, pas blessé, juste lucide. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je voyais la situation exactement telle qu'elle était. Cette nuit-là, je n'ai pas discuté, je n'ai pas boudé. J'ai dormi profondément. Et vers 2 heures du matin, je me suis levé, je suis allé dans mon bureau et j'ai passé un coup de fil à mon avocat. Au matin, tout avait déjà changé. Diana ne le savait juste pas encore. Le problème, quand on construit sa richesse discrètement, c'est que les gens oublient que vous construisez quoi que ce soit. Ils voient la surface. Le type qui emballe des boîtes, sourit poliment aux fêtes de bureau, ne fait pas de vagues. Ce qu'il ne voit pas, c'est l'infrastructure en dessous, les sociétés holding, les structures de fiducie, les actions avec droit de vote acquises par le biais de filiales si ennuyeuses que même les comptables ont les yeux qui se voilent en les examinant. Je construis cette infrastructure depuis 15 ans. Bien avant que Diana ne devienne directrice de la stratégie de marque. Bien avant que Gregory Holt ne sache même que Holt Regional existait. Cela a commencé assez simplement. En 2008, pendant la crise financière, j'avais vu une opportunité. Les sociétés de capital risque perdaient de la valeur, en quête désespérée de liquidité. J'avais discrètement assemblé un consortium, 3 partenaires silencieux, tous issus de mon réseau dans l'investissement institutionnel. Nous avons créé une société holding, Evergreen Capital Trust. Un nom ennuyeux, délibérément ennuyeux. Au cours de la décennie suivante, Evergreen a acquis des participations minoritaires dans 17 entreprises différentes. De petites positions, 5% ici, 8% là. Jamais assez pour déclencher des obligations de déclaration. Jamais assez pour attirer l'attention. Juste assez pour accumuler un effet de levier. L'une de ces entreprises était un cabinet de conseil en difficulté à Seattle. Empreinte régionale, bonne liste de clients, gestion désastreuse. Nous avons acquis 12% de leurs capitaux propres pour une bouchée de pain. L'entreprise s'est restructurée, a fait appel à une nouvelle direction et a été rebaptisée Holt Regional. Gregory Holt en est devenu le président il y a 3 ans. Diana l'a rejoint 2 ans plus tard. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que personne ne savait à part mon équipe juridique, c'est qu'au cours des 18 derniers mois, j'ai consolidé ces positions éparses, rachetant discrètement 2 de mes partenaires d'origine, absorbant leur part dans la fiducie, restructurant les accords de vote. Depuis jeudi dernier, la veille du jour où Diana m'a désinvité du gala, je contrôlais 62,4% des droits de vote du conseil d'administration de Holt Regional. Pas directement, jamais directement. Par le biais d'accords de procuration, par le biais de la fiducie, par le biais de structures si stratifiées que même les experts comptables judiciaires auraient besoin de semaines pour en retracer les liens. Et il y avait une clause enfouie dans l'accord d'actionnaire original de 2009. Une clause qui était restée en sommeil pendant 15 ans, attendant le bon moment. La section 12B, protocole de rotation du président. Si une seule entité ou un groupe affilié acquérait le contrôle majoritaire des votes, les statuts du Conseil déclenchaient automatiquement une élection obligatoire du président dans les 72 heures. J'avais activé cette clause d'une seule signature jeudi soir. Le dépôt légal a été effectué à 23h47. La notification au conseil d'administration était horodatée pour 8h43 le samedi matin, précisément 1 heure avant le début prévu du gala de Diana. Vendredi matin, je me suis rendu dans une suite de bureaux discrets en centre-ville. Pas de plaque nominative, pas de signalisation, juste un ascenseur verrouillé et un badge que je n'avais pas utilisé publiquement depuis des mois. Mon avocat, Michael, était déjà là, ainsi que Lisa, l'administratrice de la fiducie, et 2 autres actionnaires silencieux qui avaient pris l'avion spécialement pour cette réunion. L'instrument est prêt,
a dit Lisa, en faisant glisser un dossier sur la table. Votre signature active la consolidation des procurations, avec effet immédiat. Michael s'est éclairci la gorge. Pour être clair, Evan, une fois que vous aurez signé, vous détiendrez le contrôle effectif du Conseil. La rotation du président devient automatique. Aucun vote n'est nécessaire. C'est structurel. Diana sera-t-elle prévenue, ai-je demandé. Lisa a haussé un sourcil. Pas encore. La notification du conseil d'administration part demain matin à 8h43. Nous l'avons programmée pour qu'elle coïncide avec le gala. J'ai regardé le document, les lignes de texte. Une seule ligne de signature. La prise de contrôle la plus silencieuse de l'histoire de l'entreprise. Exécutée pendant que ma femme répétait son discours devant un miroir. J'ai signé. C'est fait, a dit Lisa en ramassant les papiers. Vous détenez maintenant le contrôle des votes de Holt Régional. Nous nous sommes serrés la main. Je suis sorti sous le soleil de l'après-midi. Mon téléphone a vibré. Un SMS de William. Papa, je voulais juste te dire merci encore pour tout avec Caltech. Maman stresse à mort pour son gala. Tu vas bien? J'ai répondu. Je vais bien, fiston. Profite de ton week-end. Fier de toi. J'ai remis le téléphone dans ma poche et me suis dirigé vers ma voiture. Demain, Diana se tiendrait sur une scène et parlerait de leadership pendant que le sol se déroberait sous ses pieds. Elle avait bâti son empire sur des fondations qu'elle n'avait jamais pris la peine d'examiner, et ces fondations avaient toujours été les miennes. Le samedi matin est arrivé avec ce genre de luminosité qui rend tout plus net. Diana était debout avant l'aube, se déplaçant dans la maison comme un général se préparant au combat. Je l'ai entendu au téléphone avec le coordinateur de l'événement à 6h15, aboyant des instructions sur le placement des orchidées et les angles d'éclairage. Je suis resté dans mon bureau, porte fermée, à regarder l'horloge. La notification du conseil d'administration serait envoyée à 8h43. Le gala de Diana commençait à 10h. Je lui avais donné exactement 77 minutes pour digérer ce qui allait arriver avant de devoir se tenir devant 200 personnes et prétendre que tout allait bien. À 7h30, Diana a frappé à la porte de mon bureau. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle est juste entrée. Elle était déjà habillée, parfaitement coiffée, maquillée pour la caméra. Je pars dans 20 minutes, a-t-elle dit. Pas hostile, presque agréable. Le ton qu'on utiliserait avec un voisin que l'on tolère. William dort encore. Assure-toi qu'il mange quelque chose. Je le ferai, ai-je dit, levant les yeux de mon ordinateur portable. Elle a hésité sur le seuil, m'étudiant. Tu ne viens vraiment pas. Tu m'as désinvité, lui ai-je rappelé gentiment. La mâchoire de Diana s'est légèrement contractée, mais elle s'est reprise. C'est vrai. Eh bien, c'est probablement mieux ainsi de toute façon. Grégory est déjà assez stressé sans avoir à te gérer. Me gérer, ai-je répété. Pas une question. Juste laisser les mots en suspens. Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle dit, avec un geste dédaigneux. Tu poses trop de questions. Tu mets les gens mal à l'aise. J'ai hoché la tête lentement. J'essaierai de travailler là-dessus. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai entendu ses talons claquer dans le couloir, la porte du garage s'ouvrir, sa voiture démarrer et s'éloigner. Le silence s'est installé dans la maison. À 8h43, j'ai rafraîchi mes courriels. Le voilà. Notification du conseil d'administration du service juridique de Holt Régional. Objet, réorganisation de la gouvernance et nomination du président. Je l'ai ouvert, j'ai parcouru un langage familier. Consolidation des procurations avec effet immédiat, restructuration obligatoire du conseil d'administration conformément à la section 12B. Mon téléphone a sonné. Michael, mon avocat. C'est en ligne, a-t-il dit simplement. Les membres du conseil reçoivent la notification maintenant. L'assistante de Grégory l'a probablement signalée comme urgente. Merci, Michael, ai-je dit. J'ai raccroché et je suis allé à la cuisine. J'ai fait du café. Des œufs brouillés pour William quand il est descendu à 9h15, se frottant les yeux. Où est maman, a-t-il demandé en s'asseyant sur une chaise. À son gala, ai-je dit, en posant une assiette devant lui. C'est un grand jour pour elle.
William a hoché la tête, parcourant son téléphone. Puis il a levé les yeux. Quelque chose d'incertain dans son expression. « Papa, je peux te demander quelque chose ?» « Toujours, ai-je dit. »« Pourquoi maman te traite-t-elle comme ça ?» Sa voix était basse. Prudente. Je me suis assis en face de lui. « Comment ça ?»« Comme si. »« Je ne sais pas. »« Comme si tu n'avais pas d'importance. » Il a baissé les yeux sur son assiette. « Je l'ai entendue au téléphone hier. Elle parlait de toi à quelqu'un. Elle a dit que tu n'étais qu'un soutien en coulisses. Que tu ne comprenais pas le vrai leadership. » J'ai pris une grande inspiration. Calme. Qu'en penses-tu, William? Il a croisé mon regard. Je pense qu'elle n'a aucune idée de ce que tu fais réellement. J'ai souri légèrement. Tu es un gamin intelligent. Plus intelligent que je ne l'étais à 18 ans. Est-ce que ça va, vous deux, a-t-il demandé. Toi et maman? J'ai réfléchi à la question. Réponse honnête ou mensonge confortable? J'ai choisi l'honnêteté. Non, ai-je dit simplement. Ça ne va pas. Mais ce n'est pas ton fardeau. Concentre-toi sur Caltech, sur la construction de ta propre vie. William a hoché la tête lentement. D'accord. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Puis j'ai réalisé que c'était l'assistante de Grégory. Monsieur Rivers. Urgent. Monsieur Holt doit vous parler immédiatement concernant des affaires du conseil. Veuillez appeler. J'ai posé le téléphone. Je l'ai laissé là. Pas de précipitation. Au Sheridan Grand, en centre-ville, Diana était dans son élément. La salle de bal était exactement comme Diana l'avait imaginé. Des lustres en cristal captant la lumière du matin à travers des baies vitrées. Des tables drapées de lin couleur champagne. Des centres de table de rose blanche et d'eucalyptus. Le mur de marque derrière la scène brillait du logo de Holt Régional, parfaitement éclairé pour les photos. Diana se déplaçait dans l'espace comme si elle en était la propriétaire, ajustant les cartons nominatifs, s'en prenant au responsable de la restauration à propos de la température du vin, vérifiant son reflet sur toutes les surfaces disponibles. Elle était radieuse, puissante, en contrôle total. Grégory est arrivé à 9h20, l'air absent. Sa cravate était de travers, ses cheveux en désordre, son visage blême sous trop de fond de teint. Diana l'a remarqué immédiatement. « Grégory » a-t-elle dit, s'approchant avec son plus grand sourire. « On dirait que tu as vu un fantôme. Tout va bien ?» Il l'a fixé un long moment. « Diana, il faut qu'on parle. Maintenant. » « Ça ne peut pas attendre » a-t-elle demandé en riant légèrement. « On passe en direct dans 40 minutes, et je dois encore. » « Non » a interrompu Grégory. Sa voix était tendue, serrée. « Ça ne peut pas attendre. » Quelque chose dans son ton l'a fait s'arrêter. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Grégory a sorti son téléphone, les mains tremblant légèrement. Il a ouvert un courriel, a tourné l'écran vers elle. Diana a lu l'objet, puis le premier paragraphe, puis le second. Son sourire a vacillé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle murmuré. « Notification du conseil d'administration » a dit Grégory. Arrivé à 8h43 ce matin. Réorganisation de la gouvernance. Ton mari vient de devenir président du conseil d'administration. Le visage de Diana est devenu vide. C'est. Ce n'est pas possible. C'est déjà fait, a dit Grégory, sa voix s'élevant légèrement. Consolidation des procurations. Il contrôle plus de 60% des actions avec droit de vote par le biais d'une structure de fiducie dont personne ne connaissait l'existence. Diana a attrapé le téléphone, faisant défiler frénétiquement. Ce doit être une erreur. Evan n'assiste même pas aux réunions du conseil. Il n'a rien à voir avec. Il a tout à voir avec ça, l'a coupé Grégory. Il a construit ça pendant des années. L'équipe juridique l'a confirmé il y a 20 minutes. La respiration de Diana s'est accélérée. Mais il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais. Grégory s'est approché, sa voix baissant jusqu'à un murmure urgent. Diana, dis-moi que tu n'as pas banni le président de son propre gala. Les mots ont eu l'effet d'une douche froide. Les yeux de Diana se sont écarquillés.
Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Tu aurais dû demander, a sifflé Grégory. Tu aurais dû vérifier. Comprends-tu ce que ça donne? Rien que pour l'image. Je vais l'appeler, a dit Diana, cherchant son téléphone à tâtons. Je vais arranger ça. Je vais. C'est trop tard, a dit Grégory sèchement. La notification est publique. Les membres du conseil posent déjà des questions. Certains se demandent si c'était des représailles. Si tu l'as délibérément exclu parce que tu savais ce qui se préparait. C'est insensé, a dit Diana, la voix s'élevant. Je n'avais aucune idée de ce qui se préparait. Alors tu aurais dû lâcher Grégory. Puis il s'est repris, a baissé la voix. Écoute, nous avons 200 personnes qui arrivent dans 30 minutes. Tu dois te ressaisir. Diana a hoché la tête machinalement, mais ses mains tremblaient. Autour d'eux, la salle de bal bourdonnait des derniers préparatifs. Les serveurs circulaient avec des flûtes de champagne. L'équipe audiovisuelle testait les microphones. Tout était parfait, tout était planifié, tout s'effondrait. Mon téléphone a sonné à 10h47. Diana. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Evan, sa voix était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre le tremblement en dessous. Il faut qu'on parle. Maintenant. Je t'écoute, ai-je dit, me penchant en arrière dans mon fauteuil de bureau. Pas au téléphone, a dit Diana rapidement. Peux-tu descendre ici, à l'hôtel? Tu m'as désinvité de l'événement, lui ai-je rappelé. Tu te souviens? Je ne suis pas sur la liste des invités. Il y eut une pause. Une longue. Je pouvais presque l'entendre grincer des dents. Evan, s'il te plaît. C'est sérieux. Je sais que ça l'est, ai-je dit calmement. J'ai reçu la même notification du conseil d'administration que toi. Son souffle s'est coupé. Tu savais. Tu savais tout ça et tu ne m'as rien dit. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit simplement. En 22 ans de mariage, Diana, tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement comme travail. Tu as supposé que c'était ennuyeux. Tu as supposé que ça n'avait pas d'importance. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, sa voix s'élevant légèrement. N'est-ce pas, ai-je demandé. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée? Quand est-ce que tu t'es soucié pour la dernière fois de quelque chose sur lequel je travaillais? Silence. Elle n'avait pas de réponse parce qu'il n'y avait pas de réponse. Le gala commence dans 13 minutes, ai-je dit en regardant ma montre. Tu devrais probablement te préparer pour ton discours. Evan, ne fais pas ça. La voix de Diana s'est légèrement brisée. S'il te plaît. Grégory panique. Les membres du conseil posent des questions. J'ai besoin de toi ici. Non, ai-je dit doucement. Tu as besoin que je règle un problème que tu as créé. C'est différent. Je n'ai pas créé ça, a-t-elle protesté. Je ne savais pas que tu étais. Tu as créé ça au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez important pour être inclus, ai-je interrompu. Ma voix est restée égale. Calme. Tu as fait un choix, Diana. Maintenant, tu vis avec. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. Tu vas juste me laisser monter là-haut et m'humilier? Ça, tu l'as déjà fait toi-même, ai-je dit. Je ne fais que ne pas l'empêcher. J'ai raccroché, posé le téléphone sur mon bureau, me suis levé et je suis allé dans la cuisine où William finissait son petit déjeuner. Tout va bien, a-t-il demandé, levant les yeux de son assiette. Tout va bien, ai-je dit. Tu veux aller faire un tour en voiture? Les yeux de William se sont légèrement plissés. Où ça? J'ai dit, je pense qu'il est temps que tu vois ce que ton vieux père fait vraiment dans la vie. 20 minutes plus tard, nous nous sommes garés dans le parking souterrain du Sheridan Grand. William avait l'air confus. Ce n'est pas ici qu'a lieu l'événement de maman? Si, ai-je confirmé, en verrouillant la voiture. Je pensais que tu n'étais pas invité, a dit William. Je ne l'étais pas, ai-je dit en me dirigeant vers l'ascenseur. Mais c'était avant que je ne devienne président du conseil d'administration. William s'est arrêté de marcher. Attends, quoi? J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Je t'expliquerai en montant. Le temps d'atteindre l'étage de la direction,
j'avais donné à William la version abrégée, la fiducie, la société holding, la consolidation des procurations. Il a écouté en silence, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Alors, tu prépares ça depuis combien de temps ?» a-t-il demandé alors que nous entrions dans le couloir. « 15 ans, ai-je dit. À peu de choses près. Et maman n'en avait aucune idée. Ta mère voit ce qu'elle veut voir, ai-je dit. Nous nous sommes arrêtés devant les portes de la salle de bal. Je pouvais entendre la voix de Diana à l'intérieur, amplifiée par les haut-parleurs. Elle était au milieu de son discours. J'ai regardé ma montre. 11h03. William m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ai-je dit en redressant mon col, je vais me présenter au conseil. Officiellement. J'ai poussé la porte. Diana était sur scène, au milieu d'une phrase, parlant d'innovation et de leadership. Elle m'a vu immédiatement. Ses mots ont trébuché, se sont arrêtés. Toute la salle s'est tournée pour regarder. Grégory, debout près du côté de la scène, est devenu complètement blanc. J'ai descendu l'allée centrale, William à mes côtés, et j'ai pris place à la table marquée conseil, réservé. Je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de signe de la main, je me suis juste assis. Diana se tenait figée au pupitre, le microphone encore chaud, 200 personnes la fixant, attendant qu'elle continue. Elle ne le pouvait pas. Le silence dans la salle de bal s'est étiré pendant ce qui a semblé être des minutes, mais n'a probablement duré que 10 secondes. Diana s'agrippait au pupitre, les jointures blanches, les yeux fixés sur les miens, écarquillés par un mélange de choc et de fureur. Grégory a bougé le premier. Il a pratiquement sprinté du côté de la scène vers ma table. Son visage était un mélange de panique et de professionnalisme forcé. Il s'est penché, sa voix un murmure rauque. « Evan, qu'est-ce que tu fais ici ?» « J'assiste à un événement de l'entreprise, ai-je dit calmement. « Y a-t-il un problème ?»« Tu n'étais pas sur la liste des invités » a sifflé Grégory. « Je suis le président du conseil d'administration » ai-je répondu d'un ton égal. « Je n'ai pas besoin d'être sur une liste d'invités. » La mâchoire de Grégory a travaillé silencieusement un instant. Puis il s'est tourné vers la scène, faisant un geste urgent à Diana pour qu'elle continue. Elle a cligné des yeux, a semblé se souvenir où elle était, et a forcé un sourire qui ressemblait plus à une grimace. « Je m'excuse pour l'interruption » a dit Diana dans le micro, sa voix tendue. Comme je le disais, le leadership exige de la vision. Il exige la capacité de voir au-delà de l'immédiat et de planifier l'avenir. L'ironie ne m'a pas échappé, ni apparemment à plusieurs membres du conseil assis à proximité qui ont échangé des regards entendus. Diana a terminé son discours tant bien que mal. Il était soigné, répété, mais l'énergie avait changé. Les gens n'écoutaient plus. Ils chuchotaient entre eux, consultaient leur téléphone, jetaient des coups d'œil entre Diana sur scène et moi dans le public. Quand elle a fini, les applaudissements ont été polis mais discrets. Elle a quitté la scène avec raideur, disparaissant par une porte latérale. Grégory l'a suivi. En quelques minutes, 3 membres du conseil se sont approchés de ma table. Je me suis levé, j'ai serré des mains, j'ai fait les présentations. William était assis tranquillement à côté de moi, observant tout. Evan, a dit Patricia Vance, la plus ancienne membre du conseil. Je pense que nous devons avoir une conversation. Plusieurs d'entre nous ont des questions sur la notification de ce matin. Bien sûr, ai-je dit. Je suis disponible quand vous le souhaitez. Que diriez-vous de maintenant, a-t-elle suggéré, jetant un coup d'œil vers une salle de conférence privée attenante à la salle de bal principale. De manière informelle. Ça me va, ai-je dit. J'ai regardé William. Ça va si tu restes ici un moment? Je vais bien, papa, a-t-il dit. J'ai suivi Patricia et 2 autres membres du conseil dans la salle de conférence. Nous nous sommes assis autour d'une petite table. Pas d'ordre du jour formel, juste des questions directes. Expliquez-nous tout ça, a dit Patricia. La structure de fiducie, la consolidation des procurations. Depuis combien de temps cela est-il en préparation? J'ai expliqué clairement, méthodiquement, l'opportunité de 2008, la création d'Evergreen Capital Trust, l'accumulation progressive de participations, la restructuration il y a 18 mois, l'activation de la section 12B jeudi dernier.
Ils ont écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, l'un des autres membres du conseil, Thomas Lynn, s'est penché en avant. Vous êtes actionnaire depuis 15 ans et vous ne l'avez jamais déclaré. J'ai déclaré tout ce qui était requis par la loi, ai-je dit. Les positions étaient détenues par une structure de fiducie qui ne déclenchait pas de seuil de déclaration jusqu'à la récente consolidation. Et votre femme, a dit Patricia prudemment. Elle travaille ici. Elle n'en avait aucune idée. Non, ai-je dit simplement. Nous ne parlons pas de mon travail à la maison. Elle n'a jamais demandé. Thomas a froncé les sourcils. Cela semble inhabituel. Peut-être, ai-je dit, mais c'est la vérité. Patricia s'est adossée, m'étudiant. Evan, je vais être direct. La situation est délicate. Votre femme vous a publiquement désinvité de cet événement. Maintenant, vous apparaissez en tant que président. Les gens vont supposer que ce sont des représailles. Est-ce le cas, a demandé Thomas sans détour. J'ai croisé son regard. Non. La notification du conseil a été déposée jeudi soir. Diana m'a désinvité vendredi après-midi. Le moment est malheureux, mais la chronologie est claire. Néanmoins, a dit Patricia, l'image est problématique. Je comprends, ai-je dit. Mais je ne suis pas ici pour créer des drames. Je suis ici pour m'assurer que cette entreprise fonctionne avec une gouvernance et une responsabilité fiduciaire appropriée. Patricia et Thomas ont échangé un regard. Une communication tacite s'est établie entre eux. Très bien, a dit Patricia. Finalement, nous organiserons une réunion formelle du conseil la semaine prochaine. En attendant, je vous suggère, à vous et à Grégory, d'avoir une conversation. Pour mettre les choses au clair. Avec plaisir, ai-je dit en me levant. En retournant dans la salle de bal, j'ai vu Diana debout près de la table d'inscription. Elle était au téléphone, le dos tourné à la salle, les épaules rigides. Grégory se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, l'air d'un homme regardant sa carrière imploser en temps réel. William a attiré mon attention de l'autre côté de la salle et m'a fait un petit signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. Le premier coup était joué. Venait maintenant la partie la plus difficile. Regardez tout ce que Diana avait construit sur de fausses hypothèses s'effondrer lentement sous le poids de la réalité. Le dimanche matin est arrivé avec le genre de silence qui suit les tremblements de terre. J'étais debout à 6 heures, préparant du café dans une cuisine qui semblait différente maintenant. Diana n'était rentrée qu'après minuit. J'avais entendu sa voiture dans l'allée, entendu ses talons sur le parquet, entendu la porte de la chambre d'amis se fermer. Pas sa chambre, la chambre d'amis. Je ne suis pas allé la voir, je ne lui ai pas demandé comment elle allait. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une façon de fixer des limites. William est descendu vers 8 heures, déjà habillé. Il avait prévu de voir des amis avant de retourner à son programme de préparation à l'université pour la semaine des examens finaux. Maman dort encore, a-t-il demandé en prenant du jus dans le réfrigérateur. Dans la chambre d'amis, ai-je dit. William a hoché la tête lentement. Elle avait l'air mal hier. Après ton départ. Je l'imagine, ai-je dit en sirotant mon café. Certains de ses collègues parlaient, a dit William prudemment. Je les ai entendus dans le hall. Ils n'étaient pas discrets. Que disait-il? Qu'elle avait banni son propre mari d'un événement sans savoir qu'il était le président, a dit William. Que ça la faisait paraître incompétente. Que Grégory allait probablement la sacrifier pour se sauver. J'ai absorbé cela. Comment te sens-tu par rapport à ça? William a posé son verre. Honnêtement, je me sens mal pour elle, mais en même temps. Elle a un peu cherché ça, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit simplement. Elle l'a fait. Vous allez divorcer, a demandé William, la même question qu'il avait esquivée la veille. Probablement, ai-je dit. Est-ce que ça t'ennuierait? William y a réfléchi. Vraiment réfléchi. Ça m'aurait ennuyé il y a 1 an. Mais j'ai observé comment elle te traite, comment elle te parle. Papa, elle ne te respecte pas. Et je ne pense pas que ça va changer. Tu as raison, ai-je dit. Ça ne le fera pas. William a attrapé son sac à dos. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ce que tu as fait hier. Te présenter, prendre ta place.
Il fallait du courage. Merci, fiston, ai-je dit. Après le départ de William, je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 17 courriels, la plupart de membres du conseil demandant des réunions. 2 de l'équipe juridique confirmant des points de procédure. 1 de l'assistante de Grégory marqué urgent. J'ai ouvert le courriel de Grégory en premier. Evan, nous devons nous rencontrer avant la session du conseil de mardi. Il y a des problèmes d'image que nous devons aborder. Veuillez appeler mon bureau pour fixer un rendez-vous. Problème d'image de Grégory. Traduction, Grégory devait trouver un moyen de présenter les choses pour ne pas passer pour un idiot pour avoir laissé son employé vedette bannir le président d'un événement de l'entreprise. J'ai supprimé le courriel. Vers 10 heures, j'ai entendu du mouvement à l'étage. L'eau qui coule. Diana se préparant pour la journée. 20 minutes plus tard, elle est apparue à l'embrasure de la porte de mon bureau. Pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air épuisée. Il faut qu'on parle, a dit Diana doucement. D'accord, ai-je dit en désignant la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise, a joint les mains sur ses genoux. Je ne savais pas, Evan. Je jure que je ne savais rien de tout ça. La fiducie, les actions, le siège au conseil. Rien de tout ça. Je sais, ai-je dit. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix était douce. Blessée. Parce que tu n'as jamais demandé, ai-je dit. En 22 ans, Diana, tu ne t'es jamais renseignée une seule fois sur ce que je faisais réellement. Tu savais que je travaillais dans le capital risque. Cela te suffisait. Les détails étaient ennuyeux. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. C'est tout à fait juste, ai-je répondu calmement. Tu as fait des suppositions sur ce qui comptait, sur qui comptait. Et tu as bâti toute ta carrière sur des fondations que tu n'as jamais pris la peine d'examiner. La mâchoire de Diana se contracta. Alors c'est une vengeance. Tu me punis de ne pas avoir prêté attention. Non, ai-je dit. C'est une conséquence. Je n'ai pas activé la restructuration du conseil parce que tu m'as désinvité. Je l'ai activé parce qu'il était temps. Le moment était malheureux, mais ce n'était pas stratégique. Elle m'a fixé un long moment. Grégory veut que je démissionne. Cela a attiré mon attention. Il te l'a dit hier soir. Diana a dit, il m'a appelé à 23 heures. Il a dit que ma position était devenue intenable. Que le conseil demanderait probablement ma démission à la réunion de mardi de toute façon. Alors, je devrais prendre les devants. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit d'aller au diable, a dit Diana, une lueur de son ancien feu revenant. J'ai donné 7 ans à cette entreprise. J'ai bâti toute la division de la stratégie de marque à partir de rien, et il veut que je disparaisse discrètement parce que son ego a été blessé. Bien, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Bien. Tu devrais te battre, ai-je dit. Pas pour Grégory. Pour toi-même. Si tu démissionnes maintenant, tu admets ta faute. Tu admets que tu as fait quelque chose de mal. L'as-tu fait? Diana a hésité. Je t'ai désinvité. C'était mal. Oui, ai-je convenu. Mais c'est un problème personnel, pas professionnel. Tu n'as enfreint aucune politique de l'entreprise. Tu n'as enfreint aucune règle. Tu as fait une erreur de calcul social. Ce n'est pas un motif de licenciement. Diana m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Pourquoi m'aides-tu? Je ne t'aide pas, ai-je dit. Je te dis la vérité. Ce que tu en fais dépend de toi. Elle est restée assise là une minute de plus, en train de digérer, puis s'est levée lentement. La réunion du conseil est mardi à 14 heures. Oui, ai-je dit. Y seras-tu, a demandé Diana. En tant que président, ai-je dit. Oui. Elle a hoché la tête. S'est retournée pour partir. S'est arrêtée à la porte. Evan, est-ce qu'on va s'en sortir, en tant que mariage? J'ai croisé son regard. Non, nous n'allons pas nous en sortir. Elle a tressailli mais n'a pas argumenté. Elle est juste sortie, fermant doucement la porte derrière elle. Lundi matin, Diana a quitté la maison à 7 heures. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a juste pris sa mallette et s'est rendue au bureau comme si c'était un jour comme les autres.
Je savais que ce n'était pas le cas. C'était sa façon d'essayer de reprendre le contrôle, de se présenter la tête haute et de défier quiconque de la remettre en question. Je respectais cela, même si ça ne marcherait pas. J'ai passé la matinée à examiner des documents pour la réunion du conseil, rapports financiers, protocole de gouvernance, informations sur chaque membre du conseil. À midi, j'avais une image complète de ce qui m'attendait. Mon téléphone a sonné. Michael, mon avocat. Evan, nous avons un développement, a-t-il dit. L'équipe de Grégory a déposé une motion ce matin. Ils demandent ta récusation de la réunion du conseil de demain. Je me suis adossé dans mon fauteuil. Pour quel motif? Conflit d'intérêts, a dit Michael. Ils soutiennent que parce que tu es marié à une employée faisant l'objet d'un examen, tu ne peux pas participer aux décisions concernant le personnel. Diana ne fait pas l'objet d'un examen, ai-je dit. Elle n'a été formellement accusée de rien. Pas encore, a dit Michael prudemment. Mais Grégory est en train de monter un dossier. Insubordination, prise de décision non autorisée concernant la participation à un événement, atteinte à la réputation de l'entreprise. Il en fait le bouc émissaire, ai-je dit. Exactement, a confirmé Michael. S'il peut forcer ta récusation et pousser Diana dehors, il sauve sa propre position. Il fait croire que le problème venait d'elle, pas de lui. Je me suis levé, faisant les 100 pas. Peuvent-ils vraiment forcer ma récusation? Techniquement, oui, a dit Michael. Si suffisamment de membres du conseil votent pour. Mais j'en doute. Tu contrôles la majorité des actions avec droit de vote. Les motions de récusation nécessitent le consentement unanime des membres non conflictuels. Donc, c'est du théâtre, ai-je dit. Du théâtre politique. C'est ça, a convenu Michael. Grégory essaie de paraître proactif, d'essayer de faire preuve de leadership. Ça ne marchera pas, ai-je dit. Non, a dit Michael. Ça ne marchera pas. Mais ça rendra la journée de demain intéressante. Après avoir raccroché, je suis resté assis un long moment à réfléchir. Diana se faisait piéger. Grégory se protégeait en la sacrifiant, et le conseil suivrait probablement parce que c'était plus propre que d'admettre que leur président avait un jugement terrible. Je pouvais l'arrêter. Un mot de ma part en tant que président et la position de Diana serait assurée. Mais devrais-je le faire? Elle avait passé des années à me mépriser, à dénigrer mon travail, à me traiter comme un meuble coûteux. Et quand son patron lui avait dit de m'exclure, elle l'avait fait sans hésitation. Mais elle était aussi la mère de mon fils, la femme avec qui j'avais construit une vie, même si cette vie avait pourri de l'intérieur. Mon téléphone a vibré. SMS de William. Mince, maman a appelé. Elle panique. Elle dit que Grégory essaie de la virer. C'est vrai? J'ai répondu, c'est compliqué. Je vais m'en occuper. Tu vas l'aider? J'ai fixé cette question pendant un long moment. Finalement, j'ai tapé, je vais faire ce qui est juste. Pas sûr que ce soit la même chose. À 16 heures, Diana est rentrée tôt. Je l'ai entendue dans la cuisine ouvrir du vin. Je suis entré. Elle était debout au comptoir, le verre déjà à moitié vide. Grégory a déposé une motion pour te récuser de la réunion du conseil, a dit Diana sans préambule. Son assistante m'a accidentellement mise en copie du courriel. Je sais, ai-je dit. Il va essayer de me virer, a dit Diana. De m'utiliser comme bouc émissaire pour sa propre incompétence. Je sais, ai-je répété. Diana m'a regardé, quelque chose de désespéré dans les yeux. Evan, je sais que je ne mérite pas de demander, mais peux-tu arrêter ça? En tant que président. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis appuyé contre le comptoir en face d'elle. Oui, je pourrais l'arrêter. Le feras-tu? A-t-elle demandé. Pourquoi devrais-je le faire? Ai-je demandé calmement. Diana a posé son verre de vin. Parce que malgré tout, nous sommes toujours mariés. Parce que je suis la mère de ton fils. Parce que elle s'est interrompue. Parce que quoi? Ai-je insisté. Parce que je suis désolé, a dit Diana doucement. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. Je suis désolé de t'avoir pris pour acquis. Je suis désolé d'avoir laissé Grégory me convaincre que tu n'avais pas d'importance. J'ai étudié son visage. Elle le pensait.
En cet instant, elle le pensait sincèrement. Mais le penserait-elle demain, la semaine prochaine? L'année prochaine? Je vais y réfléchir, ai-je dit. Evan. C'est ma réponse, Diana, ai-je dit fermement. Je vais y réfléchir. Le conseil se réunit demain à 14 heures. Je déciderai avant. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée, a hoché la tête. D'accord. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assis dans le noir. Demain déterminerait beaucoup de choses. La carrière de Diana, mon mariage, l'avenir de Holt Régional. Et je ne savais toujours pas quelle direction j'allais prendre. Mardi à 14 heures, je suis entré dans la salle de conférence de Holt Régional. 12 sièges autour d'une table polie, des baies vitrées donnant sur le centre-ville de Seattle. 7 membres du conseil déjà assis. Grégory à la tête de la table, l'air d'un homme qui avait répété sa performance pendant des heures. Diana était assise sur une chaise le long du mur, pas à la table, spectatrice de son propre procès. J'ai pris le siège directement en face de Grégory, j'ai posé mon dossier, j'ai établi un contact visuel avec chaque membre du conseil à tour de rôle. Commençons, ai-je dit simplement. Grégory s'est éclairci la gorge. Avant de continuer, je voudrais demander formellement que le président Rivers se récuse des discussions sur le personnel concernant son épouse, Diana Rivers. Conflit d'intérêts évident. Patricia Vance, assise à ma droite, a pris la parole. Grégory, la récusation nécessite le consentement unanime des membres du conseil non conflictuel. Je ne consens pas. Tomalin a hoché la tête. Moi non plus. Evan détient la majorité des actions avec droit de vote. Sa participation est requise pour le quorum sur les décisions majeures. La mâchoire de Grégory s'est contractée. Alors je propose que nous reportions les questions de personnel jusqu'à. Motion rejetée, ai-je dit calmement. Quel est le vrai problème ici, Grégory? Il a brassé des papiers, gagnant du temps. Diana Rivers a agi unilatéralement pour exclure une partie prenante clé, vous-même, d'un événement d'entreprise majeur. Cette décision a été prise sans consultation du conseil et a causé une atteinte à la réputation significative. Vraiment, ai-je demandé. Grégory a cligné des yeux. Pardon? A-t-elle causé une atteinte à la réputation, ai-je répété. À l'entreprise. L'image a commencé Grégory. L'image, ai-je interrompu, et qu'une employée a fait une erreur de calcul social, pas une violation d'entreprise. Diana n'a enfreint aucune politique de l'entreprise. Elle n'a pas violé son devoir fiduciaire. Elle m'a désinvité d'un gala. C'est un problème personnel. Mais vous êtes le président, a protesté Grégory. Je suis devenu président après qu'elle m'a désinvité, ai-je dit. La notification du conseil a été déposée jeudi soir. Elle a pris sa décision vendredi après-midi. Elle n'avait aucun moyen de le savoir. Patricia s'est penchée en avant. Evan a raison. Il n'y a pas de violation de politique ici. Le visage de Grégory a rougi. Elle a ridiculisé l'entreprise. Non, ai-je dit doucement. Vous avez ridiculisé l'entreprise. C'est vous qui lui avez dit de me désinviter. C'est vous qui vous êtes senti menacé par des questions fiduciaires de base lors d'un dîner d'investisseurs. C'est vous qui essayez de sacrifier une employée pour couvrir votre propre insécurité. Le silence s'est fait dans la pièce. La bouche de Grégory s'est ouverte. C'est refermé. Aucun mot n'est sorti. J'ai des courriels, ai-je continué, sortant un dossier de ma mallette. Correspondance entre vous et Diana datant de 3 mois. Vous lui avez spécifiquement demandé de limiter ma participation aux événements de l'entreprise. Vous avez dit que j'étais trop analytique et que je mettais les investisseurs mal à l'aise. Voulez-vous que je les lise à voix haute? Grégory est devenu blême. Ceux-ci ont été sortis de leur contexte. Vraiment, ai-je demandé. Parce qu'il me semble assez clair. Tomalin a pris la parole. Grégory, est-ce vrai? Avez-vous demandé à Diana d'exclure Evan? Grégory a bafouillé. J'ai fait une suggestion, une recommandation basée sur. Basée sur l'ego, ai-je dit sèchement. Basée sur le fait que j'ai posé des questions auxquelles vous ne pouviez pas répondre, et plutôt que d'améliorer vos propositions, vous avez essayé d'écarter la personne qui posait des questions.
Patricia a regardé Grégory avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. C'est un leadership extraordinairement médiocre. Je me suis tourné vers Diana, toujours assise contre le mur. Diana, levez-vous. Elle s'est levée lentement, incertaine. Venez vous asseoir à la table, ai-je dit, en désignant la chaise vide à côté de moi. Diana s'est approchée, s'est assise. Ses mains tremblaient. J'ai regardé autour de la table. Diana a fait une erreur. Elle aurait dû remettre en question les instructions de Grégory au lieu de les suivre aveuglément. Mais c'est une opportunité d'apprentissage, pas un motif de licenciement. D'accord, a dit Patricia. Thomas a hoché la tête. D'accord. Un par un, les autres membres du conseil ont exprimé leur accord. Grégory était assis, figé, regardant son plan s'effondrer. Maintenant, ai-je dit en me tournant vers Grégory. Parlons de votre performance. Plus précisément, de la proposition de restructuration que vous avez présentée en septembre, celle qui aurait surendetté le bilan de cette entreprise de 40%. Voulez-vous nous expliquer cela? Le visage de Grégory est passé de blême à gris. Cela a été reporté pour un examen plus approfondi. Cela a été reporté parce que c'était imprudent, ai-je dit. Et je pense que ce conseil doit sérieusement évaluer si vous êtes la bonne personne pour diriger cette division. Les yeux de Patricia ont brillé. Je propose que nous ouvrions un examen formel de la performance et de la prise de décision stratégique du président. Appuyez, a dit Thomas immédiatement. Le vote a été unanime. Grégory est resté assis dans un silence stupéfait alors que son autorité s'évaporait en temps réel. La réunion s'est terminée 40 minutes plus tard. Diana et moi sommes sortis ensemble, sans parler jusqu'à ce que nous atteignions le parking. Merci, a dit Diana doucement. Ne me remercie pas, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait parce que c'était juste. Je sais, a-t-elle dit. Mais quand même. Merci. J'ai déverrouillé ma voiture. Diana, mon avocat te contactera la semaine prochaine pour le divorce. Son visage s'est légèrement décomposé. Alors, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini, ai-je confirmé. Je suis parti en voiture, la laissant debout dans le garage. Dans mon rétroviseur, je l'ai vu s'affaisser sur une barrière en béton, la tête dans les mains. J'ai ressenti quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, pas tout à fait de la satisfaction, juste un sentiment de clôture. 8 mois après la réunion du conseil, ma vie était complètement différente. Le divorce a été finalisé en novembre. Une séparation nette. Diana a gardé la maison. Je n'en voulais pas de toute façon. J'ai acheté un appartement en centre-ville avec des baies vitrées et une vue sur Elliott Bay. Plus petit, plus simple. Le mien. Diana a gardé son poste chez Holt Régional, mais Grégory a été discrètement démis de ses fonctions 3 mois après notre confrontation. Le conseil a installé un nouveau président, quelqu'un avec une réelle expérience opérationnelle. Diana relevait de lui maintenant. D'après ce que j'ai entendu par William, elle était devenue plus prudente, plus réfléchie, moins arrogante. Tant mieux pour elle. William s'épanouissait à Caltech. Nous nous parlions 2 fois par semaine. Il avait commencé un projet de robotique avec 3 autres étudiants de première année et recevait déjà des offres de la part d'entreprises technologiques pour des stages d'été. Le fonds en fiducie que j'avais créé lui permettait de se concentrer sur ses études au lieu de s'inquiéter des prêts. Quant à moi, j'ai pleinement assumé le rôle de président, restructuré 3 divisions sous-performantes, fait appel à de nouveaux talents, mis en place des protocoles de gouvernance qui avaient réellement un sens. Le cours de l'action de l'entreprise a augmenté de 19% en 6 mois. J'ai aussi commencé à fréquenter quelqu'un, rien de sérieux pour l'instant, une femme nommée Sarah, une architecte que j'avais rencontrée par un ami. Elle posait des questions, de vraies questions sur mon travail, mes intérêts, ma vie. C'était rafraîchissant. Un après-midi de fin mars, je prenais un café en centre-ville quand j'ai vu Diana. Elle était avec un homme, pas une relation amoureuse, d'après leur langage corporel, mais professionnel. Ils examinaient des documents à une table d'angle. Elle a levé les yeux, m'a vu. Nos regards se sont croisés. Elle a fait un petit signe de tête. J'ai hoché la tête en retour. Pas d'hostilité, pas de nostalgie, juste une reconnaissance.
Nous avions été mariés pendant 22 ans, construit une vie, élevé un fils, puis découvert que nous avions été des étrangers tout ce temps. Ce soir-là, William a appelé. Papa, j'ai reçu mon offre de stage d'été. Division des systèmes autonomes de Tesla. C'est incroyable, ai-je dit, sincèrement fier. Tu l'as mérité. Je sais, a dit William en riant. Mais je sais aussi que tu as aidé. Le fonds en fiducie, les relations, tout ça. Tu as quand même dû faire le travail, lui ai-je rappelé. Ouais, a convenu William. Et, papa. Oui. Je suis content que tu aies quitté maman, a-t-il dit. Je sais que ça semble dur, mais tu es plus heureux maintenant. Je peux l'entendre dans ta voix. J'ai regardé par ma fenêtre les lumières de la ville se reflétant sur l'eau. Je suis plus heureux. Bien, a dit William. Tu mérites de l'être. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment dans le calme. J'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 1 an. Emballant des boîtes pour un gala auquel je n'étais pas invité. Acceptant le mépris comme quelque chose de normal. Vivant petitement dans une maison qui aurait dû être un foyer. Cet homme avait disparu. Et il ne me manquait pas. J'avais construit quelque chose de réel. Pas seulement de la richesse, bien que cela ait aidé, mais du respect, des limites, une vie où mes contributions comptaient parce que j'exigeais qu'elles comptent. Diana m'avait appris quelque chose de précieux à la fin. Le silence n'est pas une force. L'acceptation n'est pas de l'amour. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est d'arrêter d'attendre que les gens voient votre valeur et de commencer à leur montrer ce qui se passe quand ils ne le font pas. Je me suis versé un verre de vin, j'ai trinqué à la pièce vide, et j'ai souri. La prise de contrôle silencieuse était terminée, et le président était enfin, pleinement, chez lui.